Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'est Jack Carter qui vous parle. Le drame de l'araignée bleue s'est déroulé au début d'octobre 1913. Ce soir-là, Nick Carter avait dîné avec Ida, sa chère et tendre Ida, qu'il avait quittée pour aller au Waldorf Astoria, le palace de New York. Voudriez-vous m'indiquer où a lieu le bal du textile, s'il vous plaît? Dans le salon d'honneur, mademoiselle, au fond du hall. Merci. Qui dois-je annoncer? Où se trouve le président Richard Hunt? C'est ce monsieur à cheveux gris qui cause là-bas avec deux dames. Je voudrais lui parler. Je vais le prévenir. De la part de qui? Ida Johnson du New York Herald. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Monsieur le Président. Le New York Herald m'envoie auprès de vous en raison du grand intérêt que nous portons à la vie mondaine de New York et aussi à l'activité économique de notre pays. Et soyez la bienvenue, mademoiselle. Tenez, voulez-vous que nous allions bavarder dans le petit salon là-bas? Volontiers. C'est passé donc. Voilà. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Hunt, vous êtes le président d'un groupe qui jouit d'une grande notoriété. Notre syndicat réunit les filateurs des 6 États de l'Est et tous les ans, comme vous le voyez, nous ouvrons la grande saison de New York par un bal qui termine notre congrès. Où se trouvent les filatures les plus importantes? Dans les environs de New York. Combien sont-elles? 3. 3. La mienne, qui réalise le plus gros chiffre d'affaires, celle de notre premier vice-président, Stanley Fairking, et celle de notre second vice-président, Herbert Gibson, qui me suivent de peu. Dans le textile, c'est donc New York qui tient la tête. Oui, les filatures des autres États font un chiffre beaucoup plus modeste. En tout cas, à l'ambiance de ce bal, je constate qu'entre confrères, les relations sont cordiales. Ne vous y fiez pas trop. Ah non? Après le bal, les confrères redeviennent des concurrents. Et malgré bien des apparences, et n'ayons pas peur des mots, la lutte à mort. Oh, je peux écrire ça dans mon journal. Oh non, je vous en prie, surtout pas. Voici ma fille, Gloria. Viens que je te présente à mademoiselle Johnson du New York Herald. Mademoiselle. Mademoiselle. Oh, mes compliments. Votre robe est ravissante. Merci. Et Gloria est ma meilleure collaboratrice. Elle dirige toutes mes affaires à mes côtés. Oh, mais elle a l'étoffe d'un grand patron. Oh, disons que j'aime l'action et que les affaires me passionnent. J'aimerais aussi interviewer vos deux vice-présidents. Et voici Stanley Fairking et sa fille, je vous les appelle. Hello Stanley. Hello. Venez faire la connaissance de mademoiselle Johnson du New York Herald. C'est la plus charmante journaliste des États-Unis. Mademoiselle. Stanley Fairking, premier vice-président de notre syndicat, et sa fille Maud. Mademoiselle. Voilà, alors nous vous laissons. À tout à l'heure. Vous aussi, mademoiselle Maud, vous êtes la collaboratrice de votre père? Oh, hélas, non. Je ne suis pas comme Gloria, je ne comprends rien aux affaires. Ma fille est à la direction de l'hôpital Franklin. Ah. Elle se dévoue pour les autres. Oh, je vois, monsieur Fairking, que vous êtes très fier de votre fille. Mais je ne m'en cache pas. J'ai perdu ma femme et Maud et toute ma vie. Oh, il y a quand même tes usines. Il faut bien tuer le temps. Et faire pâlir les concurrents. Oh, Gloria m'appelle. Excusez-moi. Je vous en prie. Votre fille et Gloria Hunt m'ont l'air d'être d'excellentes amies. Elles étaient ensemble au pensionnat à Philadelphie. Ah oui. Elles s'entendent bien parce que Maud fait tout ce que veut Gloria, qui a un tempérament d'Amazone. Elles sont d'ailleurs toutes les deux très occupées. Oui, je sais. Monsieur Fairking, Qu'est-ce que c'est? une lettre pour vous. Une lettre? Merci. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Qui peut avoir besoin de m'écrire ici et à une heure pareille? Vous permettez, Oh, je mademoiselle? vous en prie. Ça alors? Rien de grave. Tenez, lisez. Tremblez, monsieur Fairking, la mort plane au-dessus de votre tête. Signé l'araignée bleue. Oh, c'est une blague. Je veux bien la prendre pour telle, mais c'est tout de même assez désagréable. On est coutumier des farces dans le textile? C'est la première fois. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Mais tu en fais une figure. Moi, non, mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette lettre bleue qu'on vient de t'apporter? Non, rien d'intéressant, viens danser. Et vous m'excusez, mademoiselle Johnson. Oh, mais certainement, monsieur Fairking. D'ailleurs, je voudrais aller interviewer votre second vice-président. Gibson, Oui. c'est une bonne idée. Tenez, c'est ce grand blond là-bas. Vous voyez, appuyé contre une colonne du salon d'honneur. Ah, oui, je l'aperçois. tout à J'y l'heure. vais, au revoir. Oui, entrez. Bonjour, papa. Ah,
As-tu bien dormi? J'ai travaillé en rentrant, je ne pouvais pas dormir. Oh, ce bal t'a énervé. Probablement, oui. Oh, avant de filer à l'hôpital, je viens t'embrasser et t'apporter le courrier. C'est très gentil. Voyons, une circulaire de Gordon, les laines d'Australie, Waldorf Hanson. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe bleue? On dirait le même papier que la lettre qu'on t'a remise hier soir au bal. Oui. Mais, papa, qu'est-ce que tu as? Hein? Rien. Qu'est-ce qu'on t'a écrit? Non, laisse. Ah, fais voir. Mais non. Oh, j'ai le droit de savoir. Demain soir à 8h, vous aurez cessé de vivre. L'araignée bleue. C'est une plaisanterie. Je l'ai cru, mais je commence à en douter. Quelqu'un t'en voudrait au point de vouloir ta mort? Allons donc. Je sais pas. Je ne m'explique pas. Ça, il faut te défendre. Faire quelque chose. Il y a quelque chose, mais quoi? T'adresser à un détective qui te protégera. Tu connais Nick Carter, va le voir. Oh, si tu ne veux pas y aller, moi j'irai. Nick Carter. Ah oui, c'est une idée. Ça. Ce qui vous arrive, Monsieur Ferking, est on ne peut plus embarrassant. Chaque fois que je me suis trouvé devant une affaire semblable, j'ai longuement hésité. On peut avoir affaire à un farceur? Bah, de deux choses l'une. Ou c'est un farceur et il ne se passera rien, ou c'est un maniaque qui a besoin d'écrire. Ce genre d'individu est alors impérieusement poussé par le besoin de commettre son crime à l'heure dite, enfin, à un quart d'heure près. Remarquez, passé ce moment-là, il n'y a plus rien à craindre. Vous pensez donc qu'il faut me protéger, surtout demain soir à 8h? Oui. Oui, le mieux sera de vous calfeutrer chez vous, mais moi, j'établirai une surveillance autour de votre maison. Ah non. Non, Monsieur Carter, non. Ouais. Non, je ne veux pas risquer un drame ou une arrestation dans ma propre maison. Ma vieille mère habite avec nous, elle a le cœur très fragile, et il ne faut pas d'émotion. Non. J'aimerais mieux aller à la campagne, me cacher dans un endroit connu seulement de vous et de moi. Oui, c'est encore une solution. Vous savez où aller? Oui. À 40 km de New York, en direction de Pittsburgh. Je connais là une auberge sympathique, perdue au milieu des bois, à 100 mètres d'une petite rivière, où courent d'excellentes truites. Voyons, nous pourrions partir demain après-midi dans mon automobile. On arrivera le soir, et là, bien malin qui saura où je suis. Oui. Vous conduisez vous-même? Non, j'ai mon chauffeur. Non, mais il est tout dévoué. Et nous ne lui dirons où nous allons qu'une fois sur la route. Bien. Pour éviter que vous soyez pris en filature, vous pourriez partir à pied de chez vous, et à un moment donné quelconque, sauter dans un cab auquel vous me demanderez de faire plusieurs détours. Enfin, vous vous ferez conduire à un endroit où je vous attendrai dans votre auto. Excellente idée. Je pourrais vous retrouver, vous et mon chauffeur, à 4 heures de l'autre côté du pont Washington. Je dirai à James qu'il vienne vous chercher ici, chez vous. D'accord. Maintenant, parlons un peu de vos ennemis. Mes ennemis? Mais j'ai pas d'ennemis, moi. Ça, je serais surpris qu'avec la situation que vous avez, vous n'ayez que des amis. Mais non, j'ai deux concurrents redoutables, le président de notre syndicat, Richard Hunt, et Herbert Gibson, le second vice-président. Mais que l'un des deux veuille me tuer pour ruiner mon affaire et la racheter à bas prix, non, ça me semble impensable. Non, bon. Et chez vos employés? Oui, un employé congédié. Un employé? Ah. Attendez. Ah oui, je pense à quelqu'un. Oui. En y réfléchissant bien, je crois à l'individu capable de tout. De qui s'agit-il? D'un certain Powers. Il était secrétaire administratif de notre syndicat. Il avait très mauvais esprit. Son honnêteté était sujette à caution et nous avons fini par le flanquer à la porte. Ah. Oui, mais enfin, nous étions trois, le président Hunt, Gibson et moi. Et il n'y a aucune raison qu'il m'en veuille à moi plus qu'aux deux autres. Les autres auront peut-être leur tour. Le prénom de ce Powers? John. Son adresse? Attendez, je dois l'avoir sur mon carnet. Voyons. Voilà. Au 47 de la 86e rue. 47, 86e rue. Bon, c'est noté, merci. Voyez-vous d'autres personnes qui aient des raisons de vous en vouloir? Un ancien domestique, une secrétaire ou... Non, je vois pas. Bon. Eh bien maintenant, laissez-moi regarder de près le papier utilisé par cette araignée bleue pour ses lettres anonymes. Merci. Oui, format 21-27, bleu lavande. Filigrane représentant un serpent. Ah bah, l'araignée et le serpent, c'est complet. Bon, monsieur Ferkin, ne vous inquiétez pas trop tout de même. Alors envoyez-moi votre chauffeur demain à 3h30 et nous nous retrouverons à 4h au-delà du pont Washington. Entendu.
Le lendemain, à 3h30, le chauffeur de M. Ferking venait chercher Nick et ils allèrent attendre l'industriel de l'autre côté du pont Washington. Dites-moi, James, on pourrait peut-être mettre mon sac dans la malle arrière? Si vous le permettez, je le garderai à côté de moi. Le coffre est plein. Ah bon, très bien. Ah, voilà monsieur. Ah. Alors, tout s'est bien passé? Admirablement. Bon, vous n'avez pas été suivi? Non. Parfait. Eh bien, maintenant, filons. James, nous allons à l'auberge du grain de maïs. Bien, monsieur. Vers 8h moins le quart, l'auto arriva à l'auberge. Nick ne quitta pas Firkin une seconde, et il le pria de ne pas bouger de sa chambre. À 8h15, rien ne s'était passé. Je crois que j'ai eu une bonne idée de venir ici. Oh, je respire. Oh, à cette heure-ci, votre assassin, si assassin il y a, est en train de vous chercher dans New York. Allez, venez, descendons dîner, j'ai faim. Descendons. Ça, par exemple, venez vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Gloria, la fille du président Hunt. Quoi? Elle m'a vu descendre l'escalier, elle a eu un geste comme pour se cacher, puis elle s'est précipitée sur l'auto qui l'attendait et l'a filé. Conclusion? Ah mais pourquoi se cachait-elle? Dites-moi, patron. Monsieur Ferking? C'est bien mademoiselle Hunt que je viens de voir partir. Oui, elle est venue passer la journée à faire du cheval. On aurait dit qu'elle ne voulait pas que je la voie. Quoi? Pourquoi sauriez-vous? Bah, elle était peut-être en aimable compagnie. Elle tient à sa réputation, cette jeune fille. Ah bah, vous voyez, je vois au sourire du patron que je ne suis pas tellement loin de la vérité. Qu'est-ce que je vous prépare pour le dîner, messieurs? Eh bien, 2 truites. Non, 3. Une aussi pour mon chauffeur. Ben, je vais vous faire attendre un quart d'heure. Non, aucune importance. Allez, le clair de lune est superbe. Venez, monsieur Carter, allons faire un tour. Mais si vous voulez. Ah, sympathique, ce petit coin. Vous verrez, demain matin, vous serez emballé. Je ne suis pas fâché que cet imbécile d'araignée bleue m'ait obligé à venir respirer l'air des sapins. Ferking! Ferking, où êtes-vous blessé? Mon épaule, ça me brûle. Non, si c'est à l'épaule, ce n'est pas grave. Une seconde, j'aperçois quelqu'un là-bas. Arrêtez ou je tire! C'est moi, monsieur Carter. Ah, c'est vous, James. J'étais faire un tour à la rivière et j'ai entendu le coup de feu. Je viens voir ce qui est arrivé. Votre maître est blessé. Qui a tiré? Oh, allez savoir. La blessure est grave? Ah non, j'espère que non. Aidez-moi à le relever. Attention, c'est l'épaule droite. Oh, le mieux, c'est de lui faire la chaise avec nos mains croisées. Oui, c'est ça, comme ça. Et marchons doucement. On va le coucher. Et tout à l'heure, je prendrai l'auto pour aller chercher un médecin au village. Oui, c'est ça. Oh, j'ai mal. Vous avez vu, monsieur Carter? L'assassin était au rendez-vous. Alors, le blessé, comment ça va? Je n'ai pas trop mal dormi grâce au cachet du docteur. Ah, heureusement que la balle a pu être extraite avec les moyens du bord et que la blessure est superficielle. Vous allez rester bien tranquille toute la journée et je crois que vous serez en mesure de rentrer à New York en fin d'après-midi. Je l'espère aussi. Il faudrait que James envoie tout de suite une dépêche à ma fille. Oui. La pauvre chérie doit être si anxieuse. Télégraphiez-lui. Aucun événement fâcheux, tout va bien, on rentre ce soir. Parfait, aucun événement fâcheux, tout va bien, on rentre ce soir. Voilà, c'est écrit. J'appelle James. James? Monsieur? Comment va monsieur? Il a passé une excellente nuit. Ah, tant mieux. James, monsieur Carter va vous donner un télégramme envoyé à mademoiselle. Tenez, voici le texte. Bien, monsieur. Je fais un saut au village tout de suite. C'est bien, merci James. Dites-moi, ce garçon est à votre service depuis combien de temps? Il y aura 1 an au mois de décembre. Je suppose que vous l'avez engagé parce qu'il avait de bons certificats. Ah oui, c'était excellent. Vous avez interrogé de vive voix ceux qui l'ont employé avant vous? Oui, 2. Quant au dernier, il était en voyage en Angleterre. Je n'avais pas de chauffeur et je n'allais pas attendre son retour pour l'entendre répéter les éloges qu'il avait déjà écrits sur son certificat. Oui, bien sûr. Alors j'ai engagé James et je n'ai eu qu'à m'en féliciter. Mais pourquoi? Auriez-vous des doutes sur lui? Non, je cherche qui a pu tirer. L'araignée bleue ne pouvait pas savoir que vous étiez venu vous cacher dans cette auberge. Or, qui le savait à part vous et moi? Une seule personne, James. Oh. Et la première personne que j'ai aperçue dans le bois venant de la rivière, c'était lui. Il avait bien le droit de se promener comme nous. Oui, mais il venait de la rivière et voici ce que je viens de découvrir au bord de l'eau. Une carabine? Oui.
Vous n'allez pas dire qu'il a tiré sur moi avec une carabine? Mon devoir est de l'en soupçonner très sérieusement. C'est pas possible, voyons. Non, ne dites jamais rien de pareil à ce garçon, il en tomberait malade. En tout cas, s'il n'a pas tiré, il est sûrement complice de l'araignée bleue. L'araignée bleue? Et comment serait-elle venue ici? Dans le coffre de votre voiture. Oh. Alors, j'aurais emmené mon assassin avec moi? Pourquoi pas? Je m'accuse d'une impardonnable négligence. J'ai demandé à James de mettre mon sac de voyage dans le coffre et il m'a répondu qu'il était plein. J'aurais dû le lui faire ouvrir pour voir s'il disait la vérité. Oh, vous savez, parfois, dans des cas urgents, mon auto sert aussi à transporter 1 ou 2 pièces de tissu. Oui. Tout à l'heure, je suis allé soulever le couvercle du coffre. Il est vide. Il a dû se tromper. Il y aurait bien une 3e éventualité. Dites vite. L'homme qui était avec Gloria Hunt. Ils ont pu arrêter leur auto un peu plus loin. Ils avaient une carabine, ils m'ont tiré dessus. Mais pour supprimer un concurrent, comme ça, décision est claire, non? Soyons sérieux. Je sais pas, moi, je ne sais plus. Enfin, que comptez-vous faire? Rappelez-vous le nom du dernier patron de James, cet homme qui, à l'époque, voyageait en Angleterre? Oui, c'est le peintre de marine Bloomborough. Ah, bon, je le connais très bien. C'est le peintre le plus cher d'Amérique, et comme il refuse les commandes, il ne compte plus sa fortune. Et moi, j'irai le voir demain, tiens. Dès son retour à New York, Nick demande à Patsy d'établir une filature pour surveiller les faits et gestes de James. Alors, Monsieur Carter, vous avez vu Bloomborough? Oui, il m'a dit la vérité. James a eu des histoires avec la police et il l'a flanqué à la porte, tout en lui donnant d'excellents certificats. Eh bien, moi, je l'ai pris en filature. Vers 9h du soir, il est sorti, il a pris un tramway. Il est descendu à la 86e rue, et au 47, il est entré dans un petit pavillon. Il y est resté 2 heures, puis il est rentré se coucher. Répète l'adresse. 86e rue, numéro 47. Mais c'est l'adresse de Powers. Powers? Qui c'est, ça? L'ancien secrétaire administratif du syndicat des textiles. Le lendemain matin, dès 8 heures, Nick Carter sonnait chez le nommé Powers, un petit homme de 35 ans, nerveux, à l'œil vif. Monsieur, je suis Nick Carter. Nick Carter, le célèbre détective? Ah, d'être connu de vous aura l'avantage au moins de nous faire gagner du temps. Vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire. Ah, vous pensez? Asseyez-vous, monsieur Carter. Je suis très flatté de votre visite. Merci. Vous savez ce qui est arrivé à M. Fairking? Non, quoi donc? On lui a tiré dessus à 50 mètres. Heureusement, il n'est que blessé. Par exemple? Vous n'allez pas me dire que vous l'ignoriez. Ah, je vous assure. Qui aurait pu me l'apprendre? James. James. Le chauffeur de M. Fairking. Il est venu vous voir hier soir. En effet, mais il ne m'a rien dit. Oh, une nouvelle aussi importante, vous m'étonnez. Il avait peut-être ses raisons. Qu'est-il venu faire? Me dire un petit bonsoir et faire une partie de cartes. Et vous êtes très amis. Quand je travaillais au syndicat, il attendait souvent pendant des heures M. Fairking qui était en réunion. Nous bavardions, on a sympathisé, voilà. Eh ben, c'est bien, ça, c'est très bien. Où étiez-vous hier soir à 8 heures? Comment, où j'étais? Mais ici. J'ai un rhumatisme à la jambe droite qui me fait atrocement souffrir. Depuis 2 jours, je ne peux pas sortir. Ah oui. Qui peut témoigner de votre présence ici, hier soir, à 8 heures? Bon, personne. Je suis célibataire et je vis seul dans cette petite maison. Et si je comprends bien, vous me soupçonnez de quelque chose. Pas d'avoir tiré sur Fairking, j'espère. Vous savez, par principe, je soupçonne le monde entier. Non seulement je ne pouvais pas sortir, mais de ma vie, je n'ai touché à une arme à feu. Tiens. Vous m'étonnez encore, oui. Je vois au mur cette petite photo-là. C'est un groupe de militaires avec leurs fusils, le 3e au 2e rang. C'est vous? Non, c'est mon frère. Ah, c'est votre... Ah, vous vous ressemblez étrangement. Nous sommes jumeaux. Eh bien, il faudra me le faire connaître. Il est mort. Oh. J'aimerais voir votre papier à lettres. Dites-moi, vous avez un ordre de perquisition? Non. Non, mais si je veux, j'en ai un dans 5 minutes, vous savez. De toute façon, les gens qui n'ont rien à se reprocher ne devraient pas craindre une perquisition. Non, c'est que j'ai horreur du désordre. Et montrez-moi votre papier à lettres. Voilà. Ah. Vous avez l'air déçu? C'est pas du papier blanc que je croyais trouver ici. Vous permettez? Non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais je vous interdis de fouiller. Ah, voilà ce que je cherchais. Du papier bleu avec un serpent dans le filigrane. Et qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? C'est sur ce papier que vous envoyez vos menaces de mort. Mes menaces de mort? Mais à qui? À quoi? Vous perdez la tête? N'importe qui du syndicat peut utiliser ce papier bleu.
On en a livré la veille de mon départ. Le stock doit être encore au fond d'une armoire. Avant de partir, j'en ai pris quelques feuilles. Où est le mal? Mais comment, à ce syndicat, on n'écrit pas sur du papier à en-tête? Si, mais ce papier bleu devait servir pour les brouillons. Pourquoi avez-vous été renvoyé du syndicat? Incompatibilité d'humeur. Ah. Le président est un autocrate, Gibson un salaud et Ferking un fou. Oui, si je comprends bien, vous les portez pas tellement dans votre cœur. Hein. Oh, ils me sont devenus indifférents. Et croyez-moi, monsieur Carter, cherchez ailleurs. Ce n'est pas moi qui ai envoyé un coup de carabine à monsieur Ferking. Comment savez-vous que c'est à la carabine qu'on a tiré? C'est vous qui me l'avez dit? Moi, j'en ai absolument pas parlé. Vous avez précisé qu'on avait tiré à 50 mètres. J'en conclus qu'à cette distance, la carabine était tout indiquée. Ah oui. Oui, vous avez réponse à tout. Hein. J'aimerais que pendant quelques jours, vous ne quittiez pas New York sans m'en aviser, monsieur Powers. Rassurez-vous, monsieur Carter, ma jambe m'empêche de sortir. Bonjour, monsieur Carter. Entrez, monsieur Gibson, entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. En quoi puis-je vous être utile? Vous savez peut-être que je suis le second vice-président du syndicat du textile. Oui. Il se passe une chose grave, terriblement angoissante. Quoi donc? Hier, j'ai reçu cette lettre anonyme. Merci. Tremblez, monsieur Gibson, la mort plane sur votre maison, signée l'araignée bleue. J'ai tout de suite pris la chose au sérieux, sachant ce qui est arrivé à Ferking. Comme il m'avait dit qu'il s'était remis entre vos mains, j'ai eu l'idée de faire la même chose. Ce matin, j'ai reçu une deuxième lettre. Lisez. Ton fils William mourra demain soir à 8h, signé l'araignée bleue. Après le coup de carabine reçu par Ferking, vous pensez si je prends cette menace au sérieux? Oui, oh, vous avez raison. Quel âge a votre fils? 10 ans. Où habitez-vous? Dans la banlieue Hastings, une maison au milieu d'un grand jardin. Entouré de murs? Oui. Tout autour, il y a un petit bois et des champs. Bon. Le mieux serait que demain soir à 8h, je sois seul avec votre fils dans une pièce hermétiquement close. Oui. Tout autour de la propriété, sur le toit, j'aurais mis des inspecteurs. Ah, vous me rassurez. À quel étage se trouve la chambre de votre fils? Au premier. À sa fenêtre, il y a un balcon? Non. Des volets? Oui, en fer. Parfait. Comment entre-t-on dans cette chambre? Faut passer par la mienne. Bon, j'y placerai un inspecteur. Vous avez d'autres enfants? Oui, 2 fillettes. Pour demain soir, ma femme pourrait peut-être les emmener chez sa mère. Oh, moins il y aura de monde dans la maison, mieux ce sera. Je vais prévenir la police officielle. McCluskey me donnera les hommes qu'il faudra. Je serai chez vous demain à partir de 5h, monsieur Gibson. Oh, merci, monsieur Carter. Nick Carter alerta aussitôt la police, et le lendemain, quand l'heure fatale approcha, Nick entra dans la chambre de l'enfant. Je vous présente William, monsieur Carter. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Carter est un très bon ami à moi, William. Il faut que je m'absente une demi-heure. Peux-tu lui tenir compagnie? On va descendre au salon. Non, je serai très bien dans cette chambre. Monsieur Carter adore jouer à la bataille. Installez-vous à cette table. Oui. Dites, monsieur Carter, vous avez vu mon coucou? C'est mamie qui me l'a donné. Oh, mais dis donc, il est superbe. Quand c'est l'heure, il y a un petit oiseau qui sort et qui fait coucou. Eh bien, 8h moins 7, nous allons voir ça dans 7 minutes. Je vous quitte. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gibson. Il y a 2 hommes sur le toit, dehors, un planton à chaque porte, et des hommes le long du mur tous les 50 mètres. Il fait nuit, vous croyez qu'ils verront assez clair? Oui, rassurez-vous, ils ont de très bons yeux. Et il y a un inspecteur dans votre chambre. Parfait. Moi, j'ai sorti mon fusil. Je vais faire une ronde dans le jardin. Allez-y. Ah! Alors, William, cette partie de cartes. On tire pour savoir celui qui commence. Ok. 4 de cœur. 6 de carreau, c'est moi qui commence. Valet de trèfle. 8 de pique. Je ramasse. Eh oui. 2 de carreau. Roi de cœur. Ah, là, je ramasse. Alors, à l'école, ça marche? Ben oui. À quelle école allez-vous? À l'école d'Hastings. Vous y allez à pied? Oui, c'est pas loin. Et vous y allez tout seul? Non, avec la femme de chambre de maman. Ah, c'est très bien ça. Il ne faut jamais sortir seul, William. Pourquoi ça? Eh bien, parce que les petits garçons bien élevés ne sortent jamais seuls. En attendant, qu'est-ce que je vous bats? Ah oui, J'en ai une veine. Eh bien, espérons que ça durera. Attention, ça va bientôt être 8 heures. Vous allez voir mon coucou. Ah oui. Voyons, ça plus qu'une minute. 45 secondes. 30 secondes. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous sortez un revolver? Pour jouer aux Indiens? Chut, écoutez. C'est rigolo, hein? Oui. Papa! C'est papa qui a crié!
Bon Dieu! Inspecteur, occupez-vous du petit, je vais voir ce qui se passe. Monsieur Carter, venez vite. Monsieur Gibson vient de recevoir une balle en pleine poitrine. Où est-il? Devant la petite porte. Il était venu me demander si je n'avais rien vu d'anormal. Un coup de feu a été tiré du petit bois d'en face. Tenez, il est tombé là-bas, le long du mur. Allons-y. Tenez, le voilà. Il est mort. Il y a un monde fou à cet enterrement. Ah, dis donc, j'ai de quoi faire un beau papier pour mon journal. Bah, Gibson avait la grosse situation. Nick, quand on est entré dans le temple, tu n'avais pas fini de me raconter. Ah oui. Oh, c'est très simple. Le coup de feu avait été tiré du petit bois qui était juste en face de la porte de service. C'est là où Gibson était venu bavarder avec le planton. Mhm. Avec des lampes électriques, on a fouillé le bois et j'ai fini par trouver dans l'herbe une douille de carabine. Exactement du même format que pour la carabine qui avait blessé Fairking. Ça pouvait tout de même pas être la même. Non, mais exactement du même modèle. Un bon tireur reste fidèle à une arme. Qui soupçonnes-tu? Eh bien, fait est frappant. Les deux victimes appartiennent au syndicat. Oui. Et je continue à soupçonner Powers, qui veut peut-être se venger, ou James, qui travaille peut-être pour un concurrent. Quelques heures avant l'assassinat de Gibson, Jack et Patsy les ont pris en filature. Ils ont été semés comme des débutants. Powers trottait comme un lapin. D'ailleurs, je n'avais jamais cru à son histoire de rhumatisme. Quant à James, eh bien, il n'a pas d'alibi. Je suis allé passer sa chambre au peigne fin et j'y ai trouvé du papier bleu avec un serpent en filigrane. Il soutient que c'est Powers qui lui en a fait cadeau. Voilà. Oui, mais dans tout ça, il n'y a pas une preuve formelle. Eh non. Tiens. Voilà la belle Gloria Hunt. Tu sais que je me suis laissé dire sur elle des tas de choses intéressantes. Ah oui, quoi donc? Eh bien, il paraît que c'est une fille abominable. Oh. Elle n'a qu'un but, pousser à la faillite l'affaire de Fairking et celle de Gibson pour les racheter à vil prix. Un soir qu'elle avait bu trop de whisky, elle aurait déclaré que tous les moyens lui seraient bons. Comment tu crois que l'araignée bleue, ça pourrait être cette superbe fille? Elle fait partie du syndicat. Le papier bleu est à sa disposition. Oui, mais enfin, tout de même, voyons, tu la vois la nuit dans un bois, envoyant une balle à Gibson. Mon cher, en juin dernier, mademoiselle Gloria Hunt a gagné la coupe d'or du tir au pigeon. La semaine suivante, c'était le père de Gloria qui recevait les 2 lettres de menace. Lui aussi eut recours à Nick Carter. À Yonkers, en banlieue, j'habite une propriété qui se présente à peu près comme celle de ce pauvre Gibson. Alors, c'est moi qui suis nommé sur la lettre, mais la preuve est faite que le fou ne tue pas toujours la personne menacée. Oui. Alors, c'est donc pour ce soir 8h. Eh oui. Et où sera votre fille à ce moment-là? Comme chaque semaine, elle est partie pour 2 jours dans mon usine de Pennsylvanie. Elle ne rentrera que demain soir par le train qui la met chez moi à 8h moins le quart. Alors elle laisse son auto à la gare et la retrouve au retour. Et donc elle sera absente? Oui. Eh bien, vous me rassurez. Instinctivement, Nick Carter sentait qu'à la 3e tentative de meurtre, l'araignée bleue allait se découvrir. Dès 7h, il posta un homme à la grande porte, un autre à celle de service, et un planton tous les 50 mètres le long du mur. À 7h30, il laissa le président dans sa chambre en compagnie de Patsy, et il se mit à faire des rondes dans le parc. Soudain, à 8h moins 20, il aperçoit une ombre qui se cache derrière des fusains. On les mains où je tire! Salaud, il fout le camp! À moi! À l'aide! Vite! Des policiers accourent, on procède à une battue et on finit par découvrir l'individu terré dans un massif. Ça va, je me rends. James! Fouillez-le vite. Oui. Il n'a pas de revolver. Oh, il l'a acheté, pardi. Ainsi, monsieur James, c'était vous, l'araignée bleue. Regardez la bonne gueule qu'ils ont, tous vos flics. Oh, dites donc, ils sont combien? Une vingtaine? Oh, mais c'est trop d'honneur. Passez-lui les menottes. Oh, si vous y tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 hommes pour garder celui-là. Les autres, avec moi. Devant la grande porte, il y avait une auto et un corps de femme tombé près de la portière ouverte. Une ombre fuyait sur la route, derrière les arbres. Nouvelle chasse à l'homme. Enfin, traqué, l'assassin jeta sa carabine et leva les bras. Fairking. Oui. Maintenant, je peux mourir heureux. L'araignée bleue, c'était vous? Oui, c'était moi, Fairking. Je devais être nommé président et c'est Hunt qui m'a pris la place.
Alors je me suis vengé. Je viens de tuer sa fille, hein. Et sans elle, il va souffrir. Ce sera merveilleux. Un homme perdu qui vaudra plus un clou. Gloria morte, j'étais sûr de racheter son affaire pour une bouchée de pain. Ouais, Powers m'a dit que vous étiez fou, mais je crois qu'il avait raison. Mais naturellement que je suis fou. Et personne ne le sait. Je cache bien mon jeu. Même Maud, ma fille, qui passe ses journées dans un hôpital, ne s'en doute pas. Enfin, si peu. Oui, je savais que Gloria revenait toujours de voyage à 8h moins le quart. Elle devait être là que demain soir, mais moi, ce matin, je lui ai envoyé un télégramme pour lui dire que son père était gravement malade. Elle est rentrée ce soir, et quand elle est descendue de voiture pour ouvrir la grille, j'ai tiré. Mais James... Oh, James. James était l'abcès de fixation. Vous aviez mis des flics partout. Je l'ai payé pour qu'il se fasse prendre. Alors tous vos flics ont quitté leur poste pour s'occuper de lui. Et quand Gloria est arrivée, j'ai pu tirer sur elle en toute tranquillité. Et l'autre soir, à l'auberge, qui a tiré sur vous? Eh ben, James. Vous l'avez payé pour qu'il tire dans ma direction. Enfin, pas sur moi. Le maladroit m'a touché à l'épaule, mais enfin, je ne m'en veux pas. Je voulais être, à vos yeux, la première victime de l'araignée bleue. Ça, on peut dire que j'ai été servi. C'est vous qui avez tiré sur Gibson? Oui. Lui mort, j'achetais son affaire à lui aussi pour 3 fois rien. Embêtant, c'est qu'à mon âge, je cours pas assez vite et vous m'avez rattrapé. Ah, c'est idiot. Allez, emmenez-moi. Et rendez la liberté à James, c'est un bon gars. Sauf qu'il fricote, je sais trop quel mauvais coup avec cette fripouille de Powers. Enfin, ça me regarde plus. Que faisait Gloria l'autre soir à l'auberge? Gloria? En partie fine avec un gars, parbleu. C'était de son âge. J'avais su par une indiscrétion qu'elle serait là-bas ce soir-là. Que vous l'ayez soupçonnée ne m'aurait pas déplu. Enfin, elle est morte. Regardez là-bas, hein, son beau corps étendu le long de la voiture. C'est du beau travail, hein? Qui est cette femme qui vient là? Ferking. Ferking, c'est vous qui l'avez tué. Gloria? Vivante? J'ai reçu un télégramme disant que mon père était gravement malade. J'ai aussitôt télégraphié à Maud, à son hôpital, pour qu'elle vienne me prendre à la gare. Je voulais qu'elle voie mon père et qu'elle m'indique quel professeur appeler. Je l'ai amenée ici. Elle est descendue m'ouvrir la grille et 3 coups de feu. Maud était votre fille, Monsieur Ferking. C'est vous qui l'avez tuée.